Aujourd'hui, nous allons parler communication. Selon Wikipédia, la communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui permettent de transmettre une quelconque information. La communication peut prendre différentes formes, des nuages de fumée des Indiens d'Amérique, au télégramme, jusqu'aux messages que l'on est capable de s'envoyer à l'autre bout du monde en moins d'une seconde. Mais si la forme de nos communications varie au cours du temps, le fond, lui, reste le même. Pour tous les systèmes que je viens de mentionner, il doit y avoir un ensemble de signes qui permettent la communication. Dans notre cas, c'est l'alphabet, qui, suivant les règles d'une langue, nous permettent de comprendre l'information qui se transmet. Lorsque vous m'entendez parler, vous êtes capable de comprendre ce que je dis car j'utilise des mots comme moyen de communication. Mais la communication n'est pas qu'une affaire de parole. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un langage que vous pratiquez sans même vous en rendre compte. Quelque chose qui est parlé, compris par vous, à votre insu, et que les scientifiques s'efforcent de reproduire. J'ai décidé de vous parler du langage des molécules. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler d'une découverte scientifique très intéressante. En 1903, Christian Bohr, médecin et père du lauréat du prix Nobel Niels Bohr, découvre une interaction entre les molécules du sang, l'hémoglobine, le CO2 et l'oxygène. L'hémoglobine est la protéine responsable du transport de l'oxygène dans notre organisme. En outre, elle est capable d'absorber des molécules d'oxygène à l'intérieur de sa structure, un petit peu comme un aspirateur à oxygène. Christian Bohr découvre que plus on a de CO2 autour de l'hémoglobine, plus l'oxygène emprisonné à l'intérieur a envie de s'échapper. À cette époque, les techniques d'observation n'étaient pas aussi poussées que maintenant, et ce comportement, nommé effet Bohr, ne pouvait pas être expliqué. En effet, la notion de molécule et d'atome ne sera clairement définie que quelques années plus tard, lors de la découverte des noyaux par Rutherford en 1911. L'hémoglobine n'avait pas encore révélé tous ses secrets, et quelques années plus tard, les scientifiques découvrent un autre phénomène très intéressant. Pour chaque molécule de dioxygène liée à l'hémoglobine, on remarque une augmentation de l'affinité entre la protéine et une autre molécule de dioxygène. Plus simplement, plus l'hémoglobine a d'oxygène à l'intérieur de sa structure, plus elle en veut. Il aura fallu presque 60 ans et une évolution technologique considérable pour que nous puissions comprendre l'origine de cet effet, nommé effet allostérique par Monod, Wyman et Changeux en 1964. Lorsque l'hémoglobine capte une molécule de dioxygène, cette captation entraîne une modification dans la structure permettant à une autre molécule d'oxygène de rentrer à l'intérieur. Prenons un exemple de la vie courante. Je vais inviter des amis chez moi. Pour les faire rentrer, je pourrais défoncer ma porte à coups de pied, mais je risque de me blesser et d'utiliser beaucoup trop d'énergie. Je peux au contraire attraper ma poignée et la tirer. Cette action modifie la structure de ma serrure et me permet d'accueillir mes amis sans dépenser beaucoup trop d'énergie. On appelle cet effet l'effet allostérique positif. Si maintenant je souhaite m'enfermer chez moi et ne recevoir personne, je peux verrouiller ma porte, modifiant ainsi la structure de mon verrou et empêchant mes amis de rentrer. On appelle cet effet l'effet allostérique négatif. Comme vous pouvez le comprendre, cette étape est la première étape d'une communication. Une molécule, lorsqu'elle se lie à une autre, est capable de modifier une structure. On a bien ici le schéma signal, interprétation, réponse, propre à la notion de langage. Mais l'effet allostérique n'est pas applicable qu'à l'hémoglobine. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous parler du langage que vous pratiquez sans même vous en rendre compte pour interagir avec le monde qui vous entoure. Lorsque vous essayez d'apprendre quelque chose, vos cours, une recette, une langue, vous accumulez de l'information. Cette information est en fait un influx nerveux qui parcourt votre corps pour arriver jusqu'à votre cerveau via le système nerveux. Ce système est composé de neurones, qui sont des cellules effilées d'une certaine taille et qui sont capables de transmettre une information à un autre neurone situé plus loin. Pourtant, si on regarde la structure de ces neurones, ils ne se touchent pas. Ce n'est pas comme un câble électrique qui est fait d'une seule entité. Les neurones ne sont pas physiquement connectés, ils se rejoignent sans se toucher au niveau des synapses. Et c'est là que la magie du langage moléculaire opère. Au niveau des synapses se passe quelque chose de fascinant. En effet, lorsque l'influx nerveux arrive au bout d'un neurone, ce neurone sécrète des neurotransmetteurs qui sont capables de voyager d'un neurone à l'autre. Dans le cas de la mémoire, ce neurotransmetteur s'appelle l'acétylcholine et est capable de se fixer sur un récepteur situé sur le neurone d'en face. Ce récepteur, en forme de canal fermé, possède une propriété allostérique. Lorsque l'acétylcholine se lie à celui-ci, le canal s'ouvre, permettant à des ions présents dans le milieu de s'infiltrer à l'intérieur du neurone et régénérant ainsi l'influx nerveux. Cette ouverture est due au fameux effet allostérique dont je vous parle depuis tout à l'heure. Dans ce cas, l'acétylcholine joue le rôle de la poignée pour ouvrir le portail du neurone suivant. On comprend alors très vite la notion de langage, l'acétylcholine étant le moyen de communication privilégié entre les neurones pour se transmettre une information. Si on reprend l'exemple du câble, cette communication pourrait s'apparenter à de la charge par induction. En effet, la charge par induction me permet de recharger mon téléphone sans connexion directe entre la batterie et le chargeur. Et cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres. D'autres cellules de notre corps possèdent eux aussi des récepteurs allostériques, permettant de faire passer nombre de molécules à travers leur membrane. Et j'en passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes un gigantesque réseau social. Utilisant des moyens de communication divers et variés pour permettre aux informations de notre corps de circuler,
et ainsi vivre, rire et pleurer. Ces communications, c'est ce qui nous fait. Elles sont partie intégrante de nous et nous ne sommes rien sans elles. La curiosité de l'être humain a toujours été le moteur de son évolution. Et lorsque les scientifiques ont commencé à conceptualiser la notion d'effet allostérique, nombreux ont exprimé la volonté d'appliquer ces notions sur des systèmes artificiels. Moins complexes que dans la nature, mais pouvant trouver une utilité autre que dans les systèmes biologiques. Nous sommes capables aujourd'hui de transmettre un signal par plusieurs moyens. Ce signal peut prendre la forme d'une espèce chimique, comme un ion métallique, d'un influx électrique ou lumineux, mais il n'en reste pas moins un signal allostérique. Laissez-moi vous présenter quelques systèmes communicants. Le premier dont je vais vous parler est une pince moléculaire comportant sur chacune des extrémités ce qu'on appelle un site catalytique. Ce site catalytique est un espace permettant de favoriser une réaction donnée entre plusieurs réactifs. Pour reprendre un exemple de tous les jours, prenez un gaufrier. Lorsque vous souhaitez faire des gaufres, vous faites une pâte, qui est en quelque sorte la substance qui va réagir. Pour faire votre gaufre, vous pourriez essayer de la cuire de plusieurs façons, comme à la poêle, mais ça n'aura jamais la forme d'une gaufre. Pour cela, vous avez besoin d'un gaufrier, qui a une structure adaptée à la formation d'une gaufre. Vous versez votre pâte dans le gaufrier chaud, vous le refermez, vous attendez quelques minutes, vous l'ouvrez, et votre gaufre est prête. Un chimiste vous dirait que le gaufrier a catalysé la cuisson de votre gaufre. Pourquoi? Car il a accéléré le processus de durcissement de votre gaufre et lui a donné une forme bien définie. En chimie supramoléculaire, on est aussi capable d'accélérer une réaction grâce à cette fameuse pince. Alors déjà, pourquoi une pince? Quand on regarde sa structure, elle n'y ressemble pas. Pourtant, si je lui rajoute un ion métallique bien défini, elle se referme sur elle-même à la façon d'une pince. En effet, lorsque je mets l'ion métallique en présence de la pince, celui-ci va venir se lier au centre de la molécule et permettre aux branches de se rabattre sur elles-mêmes. Celle-ci a une forme bien définie et peut accueillir entre ses deux bras des réactifs de telle manière à ce qu'une réaction soit privilégiée. En leur donnant une orientation bien définie et en contribuant à la réaction, un peu de la même manière que notre gaufrier donne une forme à notre gaufre et la chauffe. On est ainsi capable, grâce à cette technique, d'obtenir des produits de réaction impossibles à former si nous n'avions que nos réactifs seuls, sans la pince. Aussi, si la molécule est ouverte, la réaction ne s'effectue pas, ou beaucoup plus lentement. J'ai donc un contrôle total sur mon milieu. Je peux lui envoyer un signal sous la forme de l'ion métallique. La molécule se referme, permet à mes réactifs de réagir, et j'en tire des produits, chose que je peux interpréter comme une réponse de mon système. Mais laissez-moi vous parler du sujet le plus prometteur concernant l'effet allostérique, le drug delivery. Lorsque vous prenez un médicament, la substance active se diffuse dans votre corps et lorsqu'elle rencontre la zone à traiter, elle agit. Cette prise de médicament peut s'accompagner d'effets secondaires plus ou moins graves selon le type de substance active, car celle-ci peut être captée par d'autres entités, des cellules par exemple, différentes de celles que l'on cherche à soigner, et peut entraîner des complications. L'intérêt de la chimie supramoléculaire est ici d'enfermer, au sein d'une espèce, la substance active que l'on cherche à administrer. On appelle ce phénomène d'emprisonnement de molécules l'encapsulation. Tant que la molécule est dans sa cage, elle ne peut pas interagir avec l'extérieur. Sur cette cage se trouve un récepteur allostérique. Ce récepteur va se lier à une espèce biologique spécifique, ne se trouvant que dans la zone où l'on cherche à administrer le médicament. Lors de cette connexion, la cage change de forme, permettant à la molécule emprisonnée à l'intérieur de s'échapper, libérant ainsi le médicament juste à côté de la zone à traiter. On gagne ainsi en efficacité, permettant d'utiliser moins de médicaments, et on évite les effets secondaires. En conclusion, la chimie supramoléculaire est une discipline encore jeune, qui tend à se développer de plus en plus. Certaines applications peuvent ne pas vous paraître concrètes, mais ces travaux sont pionniers dans la découverte de structures qui permettront d'améliorer notre quotidien. L'effet allostérique est un sujet très intéressant, et il pourrait permettre de faire passer à l'avenir des messages beaucoup plus complexes. Rendez-vous compte, aujourd'hui, on est capable de synthétiser des portes logiques moléculaires qui sont la base de l'algorithmie. Il va sans dire que la notion de communication moléculaire risque de prendre de plus en plus d'ampleur dans l'avenir, et qu'elle a le potentiel d'améliorer notre niveau de vie, que ce soit en termes de santé, d'ingénierie ou de biologie. En bref, les molécules nous parlent, il suffit d'essayer de les comprendre.